Bonjour à tous. La Révolution française a évidemment été un tournant pour notre société en y instaurant la première démocratie et elle a modelé le visage de l'Europe pour le reste du 19e et du 20e siècle. Mais elle a également profondément marqué la science en France et dans le reste du monde. La science moderne se met en place à partir de la Renaissance. La philosophie naturelle, chère aux Grecs et soutenue par l'Église chrétienne, cède sa place à l'observation systématique des phénomènes et à l'innovation technologique. La France n'échappe pas à cette transformation, mais seuls les milieux les plus aisés y ont accès. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, la noblesse s'intéresse de plus en plus à la science. De nombreux aristocrates ouvrent des cabinets de curiosité et de physique, où ils effectuent des démonstrations pour divertir leurs pairs. Ils soutiennent financièrement des penseurs autant que des auteurs dramatiques, et certains deviennent même de véritables scientifiques. Durant l'Ancien Régime, l'économie reste essentiellement agricole. L'industrie se concentre sur les textiles et l'armement, et la France semble guère s'intéresser à la révolution industrielle britannique. Le commerce de biens de luxe avec l'Asie ou les colonies américaines assure l'essentiel des échanges. Le siècle des Lumières va cependant apporter du changement dans les mentalités. On ouvre des écoles d'ingénieurs afin de former officiers, artilleurs ou architectes militaires, et on enseigne de plus en plus de sciences à l'université. De grandes avancées sont produites en mathématiques, en physique ou en astronomie, avec par exemple Newton, Euler, Bernoulli, Lagrange ou Condorcet. On commence à comprendre l'électricité avec Coulomb ou Volta. Les sciences naturelles commencent à être étudiées grâce à Lamarck, Linné ou Buffon, alors que Lavoisier pose les fondements de la chimie. Mais la pensée scientifique est aussi une pensée critique, et elle s'accompagne d'une réflexion de société, notamment sur la liberté et l'égalité, qui deviendront les idéaux des révolutionnaires. En 1788, Louis XVI convoque les États généraux afin d'affronter les difficultés économiques de la France. Mais face aux manœuvres politiques du roi, le peuple se révolte et prend la Bastille le 14 juillet 1789. À la Bastille! Oui, je sais, c'est un peu raccourci. À la mort de Louis XVI, la Première République se met en place en 1792, puis l'Empire en 1804. Et comme la majorité des Français, de nombreux scientifiques vont se retrouver embarqués dans le chaos révolutionnaire. Antoine Lavoisier est l'un des symboles de la science guillotinée. Né en 1743 dans une famille aisée, il effectue des études de droit, mais se passionne pour les sciences. En 1770, il devient fermier général, chargé de collecter l'impôt au nom du roi, mais aussi de lutter contre la fraude et de gérer les poudres des canons et fusils. Grâce à sa fonction, il a accès à des balances précises et de nombreux produits chimiques qu'il va pouvoir utiliser. Entre 1772 et 1783, il va observer la combustion et la composition de l'air et de l'eau et ainsi découvrir l'oxygène et l'hydrogène. Il est également le précurseur de la loi de conservation de la matière, en énonçant « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». À la Révolution, il va adhérer aux idéaux jacobins et proposer une réforme du système monétaire qui aboutira aux assignats. L'échec de ceux-ci, ainsi que son statut d'ancien fonctionnaire du roi, va entraîner son arrestation. Malgré le soutien de ses pairs, Lavoisier est condamné à mort, et le juge dira « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. » Il est guillotiné le 8 mai 1794, en compagnie de 28 autres fermiers généraux. Un autre grand nom victime de la Révolution est Nicolas de Condorcet. Mathématicien brillant, il contribua énormément aux travaux sur les probabilités et le calcul intégral. Noble de naissance, le marquis travaille à l'inspection générale des monnaies et s'oppose régulièrement aux suggestions de Lavoisier. Soutenant les idées de la Révolution, il est élu député pour le parti girondin en 1791 et préside une commission de réforme de l'éducation. Mais en 1793, Robespierre, fervent montagnard, prend le pouvoir et Condorcet, opposé à la mort du roi, se retrouve en porte-à-faux. Son projet de constitution est rejeté et il s'oppose à celui des Jacobins. Cela lui vaut d'être arrêté le 25 mars 1794 et de mourir 2 jours plus tard en cellule, dans des circonstances non élucidées. D'autres scientifiques subiront les foudres révolutionnaires, mais il s'agissait le plus souvent de condamnations spécifiques liées à leur charge royale ou à des règlements de compte politiques. Car la jeune République, isolée et idéaliste, a bien besoin de ses savants. Après la chute du roi, la France se retrouve en guerre contre le reste de l'Europe. Encerclée et manquant de ressources, elle se tourne vers ses scientifiques pour trouver des solutions. Vauquelin, Chaptal, Berthollet et Guiton de Morveau mettent au point des techniques d'extraction de salpêtre. Pelletier et Darcet parviennent à séparer le cuivre et l'étain du bronze des cloches. Monge, Carnot et Hassenfratz améliorent les techniques de fabrication du fer et de l'acier ainsi que celles du coulage des canons. Sur le champ de bataille, le comité de salut public décide de mettre en place une compagnie d'aérostiers militaires. Des soldats embarquent dans des ballons captifs, inventés par les frères Montgolfier en 1783, afin d'observer les troupes ennemies. Négligé par Napoléon,
L'aérostation militaire reprendra une quarantaine d'années plus tard et sera utilisée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et une autre invention pionnière de la Révolution concernera les communications. Afin de communiquer lois et nouvelles sur tout le territoire, il devient vital de transmettre les directives rapidement. En 1792, Claude Chappe propose à l'Assemblée nationale un dispositif de sémaphore permettant de transmettre des messages à longue distance. De grandes tours surmontées de bras mobiles étaient placées tous les 10 à 15 km et permettaient de transmettre de ville à ville des messages écrits grâce à un système de code. En 1794, la première ligne Paris-Lille, comprenant une quinzaine de tours, est inaugurée et permet de transmettre un message en moins d'une demi-heure contre une quinzaine d'heures au mieux pour un messager à cheval. Les guerres rendent ce système indispensable pour suivre l'évolution des combats, et malgré les limitations du système, comme la nuit ou le brouillard, il perdurera pendant 50 ans. En 1844, à la veille de l'inauguration des premiers télégraphes électriques, 534 tours sillonnaient la France, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l'Italie, sur plus de 5000 km. Économiquement, la France a pris un grand retard sur l'Angleterre, en pleine révolution industrielle. Les nouvelles lois de la République et de l'Empire vont favoriser l'apparition du libéralisme économique et l'industrialisation. Et si les premières machines sont importées ou copiées d'Angleterre, quelques inventions vont marquer leur époque. La liberté de la presse était un pilier du mouvement révolutionnaire. Mais l'isolement de la jeune République va provoquer une pénurie de papier. On invente alors une machine permettant de fabriquer du papier en rouleau, plus efficace, ainsi que des méthodes de recyclage, diminuant les besoins en matières premières. Cette diminution du coût va favoriser l'apparition de nombreux journaux, mais aussi l'impression de papier-monnaie, les fameux assignats, qui entraîneront une forte inflation. Autre grande invention de l'époque, le métier jacquard. En reprenant des travaux de Vaucanson, Bouchon et Falcon, Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser, utilisant des cartes perforées afin de produire rapidement un motif. Sensible aux idéaux révolutionnaires, Jacquard était motivé à l'idée de diminuer la charge de travail des enfants et des femmes. Avec un seul ouvrier pour manipuler la machine, il espérait que les besoins en petites mains diminueraient. Mais le travail se reporta sur des métiers plus difficiles comme les mines, et des mouvements sociaux éclatèrent face au risque de chômage, comme la révolte des Canuts à Lyon en 1831. Jacquard mourut quelques années plus tard, confiant qu'il regrettait les conséquences sociales de son invention. Celle-ci, qui inspira Charles Babbage pour son idée de calculateur mécanique, ancêtre de l'ordinateur, reste un précurseur de l'automatisation industrielle. Face à ses besoins et fidèle à ses idéaux, la République fait de la science un de ses piliers, et l'Empire saura en faire bon usage. On met en avant les savants patriotes, plutôt techniciens, capables d'apporter une application pratique aux grandes idées théoriques. À la fin de la Terreur, ils incarnent la raison, chère aux idées des Lumières, et éclairent la route à suivre pour la jeune République afin d'éviter de nouvelles folies. La campagne d'Égypte, de 1798 à 1801, se double ainsi d'une expédition scientifique qui permettra entre autres la découverte de la pierre de Rosette et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion quelques années plus tard. Durant l'Empire, les savants prennent place au sein de l'administration qui profite alors de leur expertise scientifique. Si une majorité de scientifiques de l'Ancien Régime sont issus de l'aristocratie, l'idéal méritocratique de la Révolution va promouvoir la formation de citoyens savants, ce qui marquera profondément la France du XIXe et du XXe siècle. La République, profondément anticléricale, décide de reprendre la main sur l'éducation des enfants, auparavant confiée à des écoles paroissiales, afin de lutter contre l'obscurantisme, jugé responsable de l'asservissement du peuple. Elle tente d'organiser un corps d'instituteurs pour les écoles primaires, mais échoue à cet idéal d'enseignement laïque et gratuit qui ne sera mis en place que 80 ans plus tard, sous la Troisième République. Entre-temps, Napoléon promeut l'apparition de collèges et de lycées pour la formation secondaire, permettant de rejoindre les grandes écoles, comme Polytechnique, l'École normale et le Conservatoire des arts et métiers, destinés à former l'élite de la nation. La formation organisée d'une élite scientifique va pousser la France dans le peloton de tête des pays, aux côtés de l'Angleterre, de l'Allemagne, puis des États-Unis. Mais les révolutionnaires veulent renverser l'Ancien Régime, et ils vont parfois aller un peu trop loin. Le 24 novembre 1793, dans une logique de décimalisation des mesures, le calendrier républicain est décrété. L'année est constituée de 12 mois de 30 jours. Chaque mois est découpé en 3 décades de 10 jours. Un jour est divisé en 10 heures de 100 minutes. Chaque minute vaut 100 secondes. Seule une poignée de prototypes d'horloges sera fabriquée et ce découpage des heures est abandonné au bout de 18 mois. Le calendrier restera en vigueur 12 ans, jusqu'en 1804, mais uniquement dans l'administration, le peuple continuant d'utiliser le bon vieux calendrier grégorien. Par contre, l'une des plus grandes réformes décimales de la République est l'uniformisation des unités de mesure. Et on peut dire qu'elle a révolutionné le monde. La science moderne, à l'inverse des sciences antiques, fait appel aux mesures. On ne se contente pas d'observer, mais on se doit de calculer et prédire le mieux possible les changements physiques de chaque phénomène. Mais il n'existe aucune unité universelle. Depuis l'époque romaine, la féodalité a favorisé cet émiettement. Chaque ville possède ses propres unités, définies plus ou moins précisément.
Mais les prémices de l'industrialisation se heurtent à des soucis de standardisation et les échanges commerciaux en pâtissent. Rendez-vous compte, en 1795, on comptait en France entre 800 et 2000 unités de mesure de longueur ou de poids. Pour calculer les distances, on trouve la lieue de Paris de 3,9 km, la lieue des postes de 4,3 km, la lieue tarifaire de 4,7 km ou la lieue britannique de 4,9 km. Une lieue vaut 3 miles ou 2000 toises, la toise vaut 2 verges ou 6 pieds ou encore une aune et demie. Des tentatives d'harmonisation échouent sous François Ier et ses successeurs, mais Condorcet et Talleyrand vont pousser à la création d'un système universel pour favoriser l'unité de la nation, le partage des connaissances et surtout le développement du commerce. En s'inspirant des travaux de John Wilkins, Gabriel Mouton et Tito Burattini au XVIIe siècle, l'Assemblée constituante décide en 1790 de définir le mètre comme la longueur d'un pendule battant la seconde. Cette longueur dépendant de la distance à l'équateur, elle est ensuite définie en 1793 comme la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Deux savants, Delambre et Méchain, sont chargés pendant 7 ans de mesurer la distance entre Dunkerque et Barcelone grâce à des relevés géodésiques. Je ne m'attarderai pas sur cette épopée qui mériterait à elle seule tout un épisode. Autre grande décision, le passage à un système décimal, comprenant des multiples et sous-multiples, facilement convertibles en déplaçant une virgule. On utilise cette nouvelle unité de longueur pour définir le grave, comme étant le poids d'un décimètre cube d'eau pure. Le grave est ensuite renommé kilogramme, multiple du gramme, poids d'un centimètre cube d'eau. Le 22 juin 1799, des étalons de platine du mètre et du kilogramme sont déposés aux Archives nationales de France et deviennent les références du système français MKPS. Ce système fut rendu obligatoire dès l'année suivante et les conquêtes napoléoniennes permirent de les étendre à une grande partie de l'Europe. Cependant, si le système est plébiscité par les savants et les généraux, il est boudé par le peuple trop habitué à ces anciennes unités. Celles-ci sont donc réintroduites par Napoléon en 1812. Louis XVIII à la Restauration confirme la prédominance des vieilles unités, mais en 1816, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas unis, introduit le système métrique sur son territoire. En France, Louis-Philippe le rend obligatoire en 1840, aidé par le système scolaire qui a continué à l'enseigner pendant toutes ces années. Entre 1830 et 1870, Gauss, Maxwell et Kelvin œuvrent pour établir un système international d'unités communes basé sur le centimètre, le gramme et la seconde. Dans les années 60, on passera au SI, le système international, comprenant le mètre, le kilogramme, la seconde, le Kelvin, l'ampère, la mole et la candela. Aujourd'hui, seuls 3 pays n'ont pas officiellement adopté le système métrique, les États-Unis, le Liberia et la Birmanie, même si son usage est légal et répandu dans les milieux scientifiques et industriels. Quelques pays anglo-saxons utilisent encore l'ancien système impérial dans la vie courante. Sans être une révolution scientifique, la révolution a été une étape fondamentale pour la science en France, mais aussi en Europe et dans le monde. L'application des idéaux des Lumières et les besoins d'un pays en guerre ont lancé une vague de recherche et d'innovation technique et ont favorisé la mise en place d'un système éducatif favorisant désormais la science. Elle a rompu l'héritage féodal en mettant en place de nouvelles conventions universelles, favorisant les échanges commerciaux, la standardisation industrielle et le partage du savoir. Et les conquêtes napoléoniennes ont permis de répandre ces avancées sur tout le continent et au final, au monde entier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à Facebook et à Twitter. Et je vous laisse avec cette citation de Nicolas de Condorcet. L'inégalité de l'instruction est l'une des principales sources de la tyrannie.